L'Iran et Israël étaient autrefois des alliés improbables, deux nations qui, malgré leurs différences culturelles et religieuses, partagèrent des intérêts stratégiques communs dans une région marquée par l'instabilité et la méfiance. Unis par des menaces communes, notamment la montée du nationalisme arabe et l'influence soviétique, ils ont tissé des liens discrets mais solides, cherchant à préserver leur sécurité et leur influence. Sous le règne du Shah, l'Iran et Israël ont coopéré étroitement sur les plans du renseignement, militaire et économique, partageant des informations sensibles et menant des projets conjoints, tout en s'opposant à l'expansion du nationalisme arabe qui menaçait leur stabilité. Mais tout a radicalement changé en 1979 avec la révolution islamique iranienne, un événement qui a bouleversé l'équilibre régional. Le nouveau régime de l'ayatollah Khomeini a rapidement qualifié Israël de « petit Satan », rompant tous les liens diplomatiques et économiques. L'antisionisme est alors devenu un pilier central de l'identité nationale et de la politique étrangère de l'Iran, utilisé pour mobiliser la population et affirmer la rupture avec l'Occident. La nouvelle direction iranienne cherchait à exporter sa révolution islamique, encourageant l'activisme religieux et politique au-delà de ses frontières. L'Iran a commencé à soutenir activement les mouvements anti-israéliens dans toute la région, finançant et armant des groupes comme le Hezbollah au Liban et d'autres factions palestiniennes. Israël, désormais confronté à un régime qui appelait ouvertement à sa destruction, a vu l'Iran comme une menace existentielle, redéfinissant ses priorités sécuritaires. Les services de renseignement israéliens ont intensifié leur surveillance, anticipant des attaques indirectes et des menaces croissantes à leurs frontières. Ce conflit n'était plus seulement une divergence politique ou géopolitique, il est devenu un véritable choc d'idéologie, opposant la vision théocratique iranienne à l'État d'Israël. Cette rivalité a alimenté des décennies de conflits par procuration, d'alliances changeantes et d'instabilité à travers le Moyen-Orient, chaque camp cherchant à étendre son influence. Pour les deux nations, la lutte est devenue existentielle, touchant non seulement les gouvernements, mais aussi les populations civiles, qui vivent sous la menace constante de l'escalade. Aujourd'hui, malgré les appels internationaux à la paix, il n'existe toujours pas de voie facile vers la réconciliation, et le fossé idéologique semble plus profond que jamais. La guerre entre l'Iran et Israël se déroule dans l'ombre, par le biais de mandataires, de cyberattaques et de sabotages. Le axe de la résistance, iranien, mené par le Hezbollah, défie Israël à ses frontières, notamment au Liban et en Syrie. Israël riposte par des frappes aériennes incessantes et des opérations secrètes visant à perturber l'enracinement iranien et les transferts d'armes. La cyberguerre est constante. L'Iran cible les infrastructures israéliennes, tandis que le virus Stuxnet d'Israël a rendu célèbre le programme nucléaire iranien. Des assassinats et des explosions mystérieuses, souvent attribuées au Mossad, ciblent des scientifiques et des installations iraniens. L'Iran, à son tour, planifie des attaques contre des Israéliens à l'étranger. Cette guerre de l'ombre maintient les deux nations sur le qui-vive, chaque incident menaçant de déclencher un conflit ouvert. Imaginez un barrage soudain et massif de missiles iraniens, des centaines de missiles balistiques et de croisières s'élançant dans le ciel nocturne, illuminant l'horizon d'Israël de traînées de feu. En quelques minutes, le pays est plongé dans le chaos, chaque alerte signalant une nouvelle vague de destruction imminente. À ces missiles s'ajoutent des essaims de drones sophistiqués, programmés pour semer la terreur et la confusion, frappant des cibles stratégiques avec une précision redoutable. Le ciel est saturé de menaces venues de toutes directions, rendant la défense presque impossible. Les infrastructures critiques, centrales électriques, aéroports, bases militaires, sont ciblées pour paralyser le pays. Les coupures de courant plongent des villes entières dans l'obscurité. Les pistes d'atterrissage sont criblées de cratères et les bases militaires sont en flammes, réduisant la capacité de riposte d'Israël. Simultanément, le Hezbollah déchaîne son arsenal depuis le Liban, ouvrant un front nord dévastateur. Des roquettes pleuvent sur les villes frontalières, forçant les habitants à fuir ou à se terrer. Des villes comme Haïfa et Tel Aviv sont sous le feu, leurs quartiers résidentiels et centres économiques frappés sans relâche. Les explosions résonnent dans la nuit, brisant le silence et semant la panique. Tandis que des unités d'élite du Hezbollah tentent des raids transfrontaliers, cherchant à s'infiltrer et à semer la confusion derrière les lignes israéliennes, les forces de sécurité luttent pour contenir ces incursions soudaines. Israël fait face à une guerre cataclysmique sur deux fronts, avec les sirènes d'alerte aérienne qui retentissent sans interruption,
transformant chaque instant en une course contre la montre pour survivre. Des millions de personnes se précipitent vers les abris, serrant leurs proches, priant pour que la prochaine explosion ne les touche pas. Les abris deviennent des refuges de peur et d'espoir mêlés. Les équipages de défense aérienne se précipitent pour intercepter l'assaut, contraints de prendre des décisions en une fraction de seconde sur les menaces à prioriser. La tension est palpable dans les centres de commandement, où chaque choix peut sauver ou coûter des vies. L'ampleur de l'attaque submerge même les défenses avancées d'Israël. Certains missiles perçant les boucliers, frappant des cibles vitales et provoquant des destructions massives. La nation se prépare à l'impact, sachant que certains missiles passeront inévitablement. L'incertitude et la peur règnent, mais la résilience du peuple israélien est mise à l'épreuve. À l'aube, alors que la fumée s'élève au-dessus des ruines, une question obsédante demeure. Que restera-t-il debout et comment le pays pourra-t-il se relever d'une nuit aussi dévastatrice ? Les défenses aériennes d'Israël sont poussées à bout. Certains missiles et drones franchissent les lignes, causant des pertes massives et le chaos. Des incendies font rage, les hôpitaux débordent et les infrastructures critiques s'effondrent, plongeant le pays dans la crise. Le choc psychologique est immense, brisant tout sentiment de sécurité. La réponse d'Israël est immédiate. Le gouvernement autorise une campagne de représailles massive. L'armée de l'air lance des vagues de frappes sur le Hezbollah au Liban, ciblant les lance-roquettes et les centres de commandement. Simultanément, les avions de chasse et les bombardiers israéliens frappent en profondeur à l'intérieur de l'Iran, visant à paralyser les sites nucléaires et les infrastructures militaires. Le conflit s'intensifie rapidement, passant d'une guerre de l'ombre à un combat direct et de haute intensité. Les deux camps subissent des pertes dévastatrices. La région est au bord d'une escalade incontrôlable. L'offensive nord du Hezbollah transforme le conflit en une lutte existentielle pour la survie d'Israël. Ce n'est plus seulement une question de sécurité, mais une bataille pour préserver l'intégrité du pays face à une menace grandissante sur deux fronts. Les tensions montent alors que chaque jour apporte de nouveaux affrontements et de nouvelles incertitudes. Avec des missiles de précision avancés et des forces terrestres d'élite, le Hezbollah vise à s'emparer du territoire israélien et à infliger une défaite symbolique à l'État hébreu. Leur stratégie est claire, frapper fort, désorganiser les défenses israéliennes et montrer leur puissance militaire à la région et au monde. Les attaques se multiplient, rendant la frontière nord de plus en plus instable. Tsahal répond par des opérations terrestres et aériennes massives, menant à des combats brutaux dans le nord d'Israël et le sud du Liban. Les échanges de tirs sont constants, les villages frontaliers deviennent des champs de bataille, et chaque incursion risque d'entraîner une escalade incontrôlable du conflit. Les villes des deux côtés deviennent des villes fantômes, alors que les civils fuient ou s'abritent des bombardements incessants. Les écoles ferment, les commerces baissent leurs rideaux et la vie quotidienne s'arrête brutalement. La peur et l'incertitude règnent, forçant des milliers de familles à tout abandonner pour survivre. La crise humanitaire s'aggrave, les pertes augmentent, les infrastructures sont détruites et la condamnation internationale grandit. Les hôpitaux sont débordés, l'accès à l'eau et à l'électricité devient précaire et l'aide humanitaire peine à atteindre les zones les plus touchées. La souffrance des populations civiles s'intensifie chaque jour. La guerre sur deux fronts pousse l'armée israélienne à ses limites, la forçant à combattre sur plusieurs fronts tout en maintenant la sécurité intérieure. Les ressources sont étirées, les soldats sont épuisés et la pression sur les dirigeants militaires et politiques ne cesse de croître. L'issue est incertaine, les deux sociétés étant confrontées à des traumatismes profonds et à des dévastations durables. Les blessures physiques et psychologiques marqueront des générations, laissant des cicatrices difficiles à effacer. La guerre menace de remodeler la région pour des générations, bouleversant l'équilibre fragile du Moyen-Orient et laissant planer l'ombre d'un avenir incertain pour tous ses habitants. Le monde est plongé dans la crise alors que les missiles pleuvent. Les États-Unis s'empressent de soutenir Israël, pesant une intervention directe face au risque de guerre régionale. La Russie et la Chine appellent à des cessez-le-feu, cherchant à protéger leurs intérêts et à critiquer la politique américaine. Les États arabes condamnent publiquement Israël, mais espèrent secrètement que le pouvoir de l'Iran sera freiné. Des manifestations de rue éclatent dans le monde musulman, tandis que des partenaires de paix comme l'Égypte et la Jordanie subissent des pressions internes. L'ONU est paralysée par la rivalité des grandes puissances, incapables de négocier la paix. Les agences humanitaires plaident pour l'accès.
Mais la guerre étouffe leurs appels. Le conflit expose les limites de la diplomatie mondiale et la fragilité de l'ordre international. Une guerre totale est-elle inévitable ou la diplomatie peut-elle l'emporter? Les discussions en coulisses, souvent médiatisées par Oman ou le Qatar, sont cruciales pour prévenir les erreurs de calcul. La relance d'un accord nucléaire avec l'Iran est considérée comme le meilleur espoir de désescalade, mais une profonde méfiance demeure. Le risque d'escalade accidentelle, par le biais de cyberattaques ou de frappes par procuration, reste dangereusement élevé. Seul un changement fondamental, de la confrontation au dialogue, peut briser le cycle. Cela nécessiterait un courage politique sans précédent et un effort international soutenu. L'alternative, une guerre régionale catastrophique, rend impératif d'épuiser toutes les options diplomatiques. Au-delà des titres et de la stratégie, le véritable coût de la guerre est humain. Des millions de personnes souffriraient, familles dans les abris anti-bombes, réfugiés fuyant la dévastation, hôpitaux débordés, des villes et des sites du patrimoine ancien pourraient être réduits en ruines. La crise humanitaire déstabiliserait la région pendant des années, alimentant des cycles de haine et de vengeance. Les tissus sociaux seraient déchirés, rendant toute réconciliation future presque impossible. Le rêve de paix au Moyen-Orient serait brisé, remplacé par un conflit perpétuel. La seule vraie victoire est d'éviter la guerre avant qu'elle ne commence. Le sort de millions de personnes dépend du choix du dialogue, plutôt que de la destruction par les dirigeants.